Hey hey, salut la communauté de coups critiques, c'est moi Félix en compagnie de notre ami Pépé pour un 13e épisode de Discuter entre les dés, en formule maintenant discussion en duo, avec comme thématique aujourd'hui finale et conclusion. Bonjour Pierre-Philippe, comment vas-tu? On ne Ah, t'entend pas. c'est pas Ah vrai, ben je c'est sais, ce je qui est fais pas... semblant. C'est une blague, je faisais Hey, semblant, quel encore une rigolo. fois. Je suis un peigne sans rire, sans fin. Hey, ça va bien, puis toi, Félix, comment ça va aujourd'hui? Ça En roule cette bien. journée de canicule. Ouais, c'est ça. Aux personnes qui nous écoutent en audio avec les meilleurs écouteurs du monde, vous allez peut-être entendre un peu plus qu'à l'habitude des ventilateurs dans nos micros parce que il fait chaud, mais rien ne nous arrête. Et par contre, rien ne nous arrête nous, mais je vais me servir de ça comme introduction, Pierre-Philippe. Aïe, aïe, Toute quel bonne tremplin. chose, toute bonne chose a une fin. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on discute, hein. Les finales, les conclusions, que ce soit d'une partie, que ce soit d'un one-shot, que ce soit le départ d'un Mhm. personnage, que ce soit une campagne en soi, des chapitres à l'intérieur d'une campagne. Je pense que c'est un moment charnière qui, à mon sens à moi, va être l'une des plus grandes impressions qui vont marquer les joueurs qui participent à un match. T'sais, si on finit bien une game de TTRPG, souvent on va en garder un bon souvenir, même si des fois c'est un peu plus boiteux pendant. Comme quoi, le clou du spectacle, c'est important. Euh, Toi, Pépé, qui est un maître de jeu d'expérience, comment Mhm. t'approches ça, une finale? Pour toi, c'est quoi une bonne finale? Ou même, à la limite, c'est quoi une finale? Et mon Dieu, les grosses questions que tu me lances ce soir pour de vrai. Pour moi, une finale, ce n'est pas nécessairement, puis ça, c'est parce que je pense, c'est quand même, tu vois, quand tu m'as abordé le fait de devoir parler, pas de devoir, mais de pouvoir parler de ce sujet-là, j'ai trouvé ça quand même touché parce que c'est vraiment très personnel, je trouve, Mhm. autant du DM que des joueurs aussi, parce que je me suis rendu compte que mes finales vont être différentes selon le type de partie que je fais, puis selon aussi les types de joueurs avec qui je vais jouer. Parce que ce soit par exemple un one-shot ou une campagne, on sait pas la même chose. Que ce soit une partie très narrative ou un peu plus dirigée aussi, ce sera pas la même chose. Que ce soit une partie qui est participative, où est-ce que les joueurs créent aussi, on va dire, la game, l'univers dans lequel on joue et le DM Mhm. aussi, ça ne sera pas non plus la même chose. Fait que pour vrai, je trouve que c'est une question assez large qui demande, on va dire, du cas par cas presque. Mais tout de même, Ouais. vraiment on va dire dans mon point de vue personnel, là, une finale, c'est pas nécessairement la fin d'une partie, c'est pas la fin d'une campagne, selon moi. Mhm. Je considère que c'est une conclusion à un événement ou à une trame qui ferme une boucle en quelque sorte, qui ferme une OK. boucle ou qui va propulser la campagne dans une autre direction. OK. Donc, c'est pas toujours synonyme de quand on prépare une conclusion, une finale pour toi, c'est pas juste, ben après ça, on se revoit plus, ces personnages-là sont cannés, sont sur la tablette, puis à moins d'un gros réunion dans 15 ans, on les reverra pas, à part qu'à leur commentum. Pour toi, tu sais, ça Non, peut s'intégrer tout au long de la formule, puis selon la nature. Cool. oui, absolument, absolument, absolument. Je pense qu'une bonne finale, ça se prépare tôt. Ouais. Ça se prépare pas à l'épisode final, ça se prépare Non. pas à la game finale, ça se prépare avant, ça se prépare tôt. De mon point de vue, de ma situation personnelle, mes finales, je vais souvent les prévoir dès la game 1, dans le sens que je vais me laisser une marge de manœuvre ouverte pour pouvoir changer des événements ou des éléments, mais j'ai une idée en tête de comment est-ce que je vais terminer ma partie. On en avait déjà discuté ensemble, je crois, il me semble, dans un autre épisode ou peut-être même en dehors d'un enregistrement, mais souvent, ma manière de fonctionner, Ça ouais, nous parce qu'on se arrive. parle, Ah ouais. on se parle des fois en dehors de. Je suis pas comme le genre de gars qui écrit du monde au monde à chaque jour. Là. Mais souvent, mes games, je vais toujours m'arranger pour avoir ce que j'appelle dans le fond des bulles narratives qui sont des événements Ouais. que je sais qui vont survenir à certains moments, mais OK. que je me laisse une marge de manœuvre pour pouvoir jouer dedans puis les changer. Et la finale, je considère que c'est ce genre de bulle narrative-là où est-ce que euh, oui, les joueurs vont suivre leur propre ligne, leur propre destin, vont créer, si on veut, leur chemin au travers de la campagne. Mais tout de même, je sais fort bien qu'il va y avoir cette fin-là qui va s'en venir. Et je pense que c'est important
ou du moins, je pense avoir la capacité d'être capable de ne pas faire l'effet d'un railroading, l'effet de devoir tirer une carotte dans un sens pour que les joueurs suivent. Là. Je pense que c'est possible de faire les deux dans le sens qu'avoir une finale qu'on sait que ça va finir comme ça, ou du moins dans cet angle-là, tout en donnant une liberté d'action aux joueurs lors de leur création. Lors de la finalité de leur personnage, que ce soit pour le bien ou pour le pire. Là. Parce que, tu sais, en plus, comme DM, toi, tu explores des systèmes de jeu qui sont aussi plus souvent co-créés. Là. Je sais que tu sors ces temps-ci des capsules qui parlent du système Powered by the Apocalypse, là, où le joueur a beaucoup plus de place à jouer dans comme les résultats, la narration, l'histoire. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme tu dis, c'est super personnel. Pour toi, à tes tables de jeu, quand ça s'y prête, le joueur va co-construire la finale. Oui, puis même que, cool. je te dirais, dans un jeu, justement, Powered by the Apocalypse, souvent, je trouve que c'est l'exemple parfait d'un jeu où est-ce que tu vas demander aux joueurs aussi de créer en quelque sorte son espèce de conclusion puis de narrer ce qui arrive avec son personnage sur le long terme et de créer même la finalité de certains NPC importants parce que justement la création se fait avec le DM en collaboration avec le DM. Très cool. Quand on s'est parlé puis qu'on a dit qu'on allait aborder ce sujet, je me suis penché sur essayer de trouver une définition la plus squelette, là, sans chair, sans personnalisation, justement, de ce que c'est, à mon avis, une finale ou une conclusion. Puis j'ai résumé ça en peu de mots, en 3 segments. C'est des protagonistes, fait que c'est des joueurs, qui atteignent ou non leurs objectifs. Fait que comme tu dis, ça peut autant s'apprêter à un chapitre que à toute une campagne, parce que ça va varier en fonction de qui sont les protagonistes. Est-ce que tu as des joueurs invités? Est-ce que ça change? Est-ce qu'ils réussissent ce premier chapitre-là qui va les amener ailleurs? Puis, ou ils réussissent pas, ils échouent. Puis les objectifs, peuvent soit être gigantesques ou très petits. Oui. J'ai aussi réfléchi un peu à l'image de quand tu as préparé le segment sur les vilains, à comme une catégorisation de ce que serait, à mon avis, des tables. J'aime ça, mais j'aime ça comme cadrer des choses dans des boîtes. Là, des termes, des valises. Fait que j'ai sorti, il y en existe des centaines, je suis certain, là, mais j'ai sorti selon moi, 5 bonne grande catégorie assez vaste de finalité. Je te présente la première, qui est la plus connue, la plus utilisée, je te dirais même dans les séries télé ou autres. C'est celle qui garantit que les auditeurs, les spectateurs vont être de retour à l'épisode suivant. C'est le cliffhanger, l'espèce de suspense à la fin d'un épisode ou même d'une saison ou d'un film qui va faire que les gens vont revenir, le public va être fidèle au rendez-vous. Parce que, par rapport à ma définition initiale, dans ce cas-ci, on atteint un objectif, mais les conséquences de ce qui en découle, on le sait pas. Un bon exemple de ça, pour les fans de la série Le Trône de Fer, Game of Thrones, il va y avoir beaucoup de spoilers dans cette émission, fait que bien à vous. On vous laisse toujours un petit moment de mettre ça sur pause et de skipper dans le segment. Mais on a un certain moment, le fameux Red Wedding, là, le grand mariage où tous les membres de la famille Stark ou presque se font trancher la gorge. Là. Mais spécifiquement, autant dans le livre que dans la série, il y a un moment où Arya, la jeune fille, tombe inconsciente. Puis on n'a aucune idée de ce qui va se passer avec elle. Jusqu'à ce qu'on recommence la série avec elle. Puis moi, j'ai trouvé que ça, c'était un excellent cliffhanger parce que quand tu finis le chapitre, elle se fait juste assommer. Elle se fait assommer par un allié? Elle se fait assommer par l'ennemi? Elle va-tu être kidnappée? Est-ce qu'elle aussi est morte? T'sais? Puis ça, moi, ça m'a gardé en haleine. Fait que, je trouve que c'est un bon exemple de cliffhanger. J'ai une question pour toi, Félix. Vas-y, man, shoot. Est-ce que tu considères qu'un cliffhanger, ça peut être véritablement la fin de quelque chose ou est-ce qu'il n'y aura pas de suite? Est-ce que ça peut être une bonne fin? Exact. C'est un peu la note que je me prenais aussi, c'est que c'est une fin qui est beaucoup plus appropriée quand on sait qu'il va y avoir une suite. Par contre, je pense que ça peut quand même, à certains moments, venir laisser une impression très forte dans la tête des gens. Un bon exemple de ça, c'est le film Inception. C'est exactement ce que j'allais te dire. Tu sais qu'on sait pas. Qu'on sait pas. On reste sur un suspense, là. Avec la toupie, mais c'est exactement l'exemple que je voulais te donner parce que je me demandais si tu considérais que c'était une bonne fin dans ce contexte-là. Je considère que c'est une bonne fin. Par contre, pour faire le parallèle entre un film, une œuvre, un livre ou peu importe, que on va consommer un certain nombre d'heures et d'investissement, même une série, là, mais comparativement à ce qui préoccupe principalement la chaîne Coup Critique, c'est-à-dire des parties de jeux de rôle et des campagnes, je trouve ça des fois un peu touchy d'utiliser cette finale-là, un cliffhanger, quand tu sais que tes joueurs ont investi 40 games dans les 4 dernières années, puis tu leur balances un gros point d'interrogation à la finale. Ça peut être cool, parce que si vous avez des joueurs qui sont super créatifs, après ça peut engendrer plein de discussions, puis c'est propice à ce qu'il y ait une suite plus tard.
Mais il faut bien le maîtriser parce que sinon, on peut le rester un peu sur son appétit, je pense. Je suis d'accord avec toi, absolument. On rentre dans une implication où est-ce que plusieurs personnes ont participé à l'avancement de cette campagne-là, de cette histoire-là. Donc, je pense que c'est important de ne pas. Je trouve que c'est jouer risqué parce que c'est pas une finale, on va Tout à dire, fait. très commune. Alors Mhm. qu'il y a d'autres manières de faire qui vont être plus habituelles dans une partie de jeu de rôle. Exact. Puis justement, je suis allé à l'opposé pour la deuxième catégorie. Je me suis inspiré, puis on en parlait à la blague, du Seigneur des Anneaux. À la toute fin du troisième film, ou même si vous avez préféré les œuvres écrites, pas de débat là-dessus. L'épilogue, la catégorie épilogue, une succession immense de plein de chapitres ou de micro-histoires qui vont permettre de finaliser chacune des boucles narratives avec tous les personnages. Fait que autant dans les œuvres de fiction, Le Seigneur des Anneaux est un bon exemple, mais autant la deuxième campagne de Critical Role pour Donjon Dragon 5e édition est un bon exemple aussi. En comparaison, cet épisode-là dure genre 7h30 versus 2h, 3h, 4h en moyenne pour les autres. T'sais. Fait que c'est de prendre le temps avec chacun des joueurs, chacun des personnages, de fermer chacune des boucles narratives, s'assurer que comme tu écris toujours les derniers chapitres de tout. Là. Fait qu'en comparaison du cliffhanger, si tu veux nourrir ton joueur qui a besoin de tout savoir, je pense un bon épilogue, ça vaut la peine. Par contre, faut que tu te prépares. Je pense que c'est ça le défi principal. T'sais. Puis tu sais, ce que je trouve intéressant dans le contexte d'épilogue, tu me diras ce que tu en penses, c'est que je trouve que c'est le moment parfait, du moins de mon point de vue, de tasser le plus possible les règles pour aller beaucoup plus dans un segment narratif. Tu sais, l'épilogue, justement, je trouve que la force d'un épilogue, faut que ça soit fluide, faut que ça découle logiquement, parce qu'on n'est plus dans un moment d'intensité où on ne sait pas la finalité des choses. On est dans cette finalité-là qui se déroule au moment où on la joue, puis on le sait qu'on est dedans. On a battu, exemple, whatever, Sauron. Là. Dans ton exemple du Seigneur des Anneaux, là, on a vécu Sauron. Fait qu'on le sait que c'est fini puis que ça ne peut que bien finir avec peut-être quelques éléments doux amers. Mais je trouve que c'est important à ce moment-là de laisser de côté le système le plus possible parce qu'on n'est pas là, c'est plus une question de mécanique, là, c'est une question de ressenti sur notre expérience. Là. Tout à fait. Puis une règle que je sais que tu appliques dans toutes tes parties, c'est la règle du cool. Tu sais, si un joueur propose de faire quelque chose, c'est probablement le champ de signe de son personnage. Ben si c'est cool puis que ça contribue à faire avancer la narrative, vas-y, tu sais. Roulons des dés si on veut donner des artifices à savoir à quel point c'est cool, là. Mais la plupart des actions devraient réussir. Et puis, je reviens sur l'épilogue. Je pense que pour donner un peu de concret, mettons, au maître du jeu qui nous écoute puis qui se disent comment je peux intégrer ça dans ma partie. Une des choses qui peut être cool à faire dans l'épilogue, c'est de présenter une situation pour un personnage. Par exemple, l'aventurier a vaincu ce gros monstre. Il revient dans son village natal qu'il a quitté au début de la campagne. Puis, on décrit un peu la situation. Mais une chose qui est cool, c'est de partager la narrative avec le joueur. Selon toi, Borchorok, grand barbare, quand tu reviens dans ton clan de nomades, qu'est-ce que tu vois? Qui est-ce qui t'accueille en premier? Avec des questions suffisamment précises pour que le joueur soit pas comme pris de court, là. Mais je trouve que ça fait qu'il s'approprie un peu plus la finale. Puis, si on l'a dit tantôt, une bonne finale, c'est une finale qui est personnelle. Puis je pense que ça peut contribuer au succès là-dessus. Mm-hmm. Non, je suis vraiment d'accord avec ce que tu mentionnes. C'est très, très logique dans ce sens-là. T'avais-tu peur que je sois en désaccord avec toi? À date, j'ai deux points, mais là, il m'en reste 3 catégories. Une autre catégorie, un type de finale, à mon avis, qui est cool à explorer dans le jeu de rôle, qui va s'apparenter peut-être plus au cliffhanger, mais qui, elle, est finale, c'est sûr. C'est le post-mortem. Oui. On finit la campagne, on finit la partie, les joueurs atteignent leur objectif. Puis le DM reprend le pôle narratif, puis présente 100 ans plus tard, au lieu où le dragon a été pourfendu, un arbre noueux pousse avec les feuilles rouges, décrire la terre autour. Les héros sont comme effacés de cette histoire-là, mais ça présente plutôt que les conséquences sur les personnages, les conséquences des actions sur le monde. Fait que quand on est dans des parties qui sont vraiment plus peut-être création d'univers, situation géopolitique, ouais, c'est ça, exact. Ça peut être cool de montrer l'impact qu'a eu les joueurs sur la narrative. Puis, c'est aussi une bonne valise, je pense, quand ça se peut, votre partie ou votre campagne se termine sur un total party kill. Tous les joueurs sont tués par le monstre. Là. Effectivement. Tu peux pas vraiment faire la narrative de la fin d'un épilogue avec chacun des personnages parce qu'ils se décomposent dans l'antre du troll. Mais qu'est-ce que ça a eu comme impact? Est-ce qu'ils ont chassé le troll des terres puis finalement la population a pu recontinuer à faire croître leur grand élevage de moutons?
ça permet d'amener un angle différent sur la finalité. Je sais pas ce que t'en penses, celle-là. C'est celle-là qui est un peu plus touchée, je trouve. Je trouve ça touché dans le sens que je pense pas que tous les joueurs disons, nécessairement être d'accord avec ce genre de choses-là, parce que souvent, je veux dire, on le sait c'est quoi, là, tu vas avoir des joueurs qui vont plus qui vont s'attacher à leur personnage, puis qui vont pas nécessairement avoir on dit le réflexe introspectif de voir, si on veut, le positif narratif que la mort de leur personnage va avoir sur la création de l'univers qu'ils ont fait, mais je pense que ça peut arriver. Je pense que c'est le genre de choses que pas nécessairement que tu avertis les joueurs, mais je pense que ça doit être le genre d'événement ou de feeling de base qui doit être instauré au sein d'une campagne, là, que le monde doit s'y attendre un peu. Ça me fait penser à un jeu qui s'appelle, juste pour le name d'Europé, ça s'appelle Trophy Dark. Puis dans le fond, c'est un jeu de rôle où est-ce que tu joues des mercenaires dans une forêt profonde. Okay. Puis la prémisse, c'est que on est tous maudits puis on va finir par mourir. C'est voulu, là. On le sait qu'on va finir par mourir. Fait tu le sais qu'il va y avoir une finalité quand même négative à ton personnage, mais ça n'empêche pas que c'est possible qu'il y ait un retour positif narratif qui va être expliqué par le DM au courant. Tant que c'est fait fluide, là, je pense pas que... mettons que le DM il ne sait pas que ton groupe va se faire TPK à ce moment-là, ben, ça va peut-être être un peu malaisant d'inventer sur le fly un réflexe de quelque chose de « Ah, OK, ben la mort des personnages a apporté tel truc positif dans la région. C'est ça, exact. Mais tu sais, je pense que oui, il y a des choses qui sont des fois, ça arrive, là, les mauvais jeux de rôle, les mauvais jeux de dés, c'est-à-dire par tes joueurs, puis des très bons jeux de dés qui produisent un TPK qui force parfois la fin d'une narrative. On pourra en reparler peut-être dans un autre discutant entre les dés, comme genre la mort et l'échec dans une partie. Oui, ça serait bon ça. Mais avec toi, je sais que tu es un passionné des tables de fumble en plus. Ben oui. Je trouve qu'il y a des bons exemples qu'on a, des post-mortem qui sont relativement, somme toute, positifs là, dans l'univers peut-être de la culture pop. Toute la grande série d'Harry Potter. La fin était déjà écrite, donc le dernier chapitre à la gare de King Cross, quand Harry va reconduire ses enfants, nous offre un post-mortem. Ça nous place plus loin dans le temps, puis c'est pas un épilogue où on voit successivement chacun des personnages. C'est comme, on est propulsé plus tard, voici la situation puis l'impact que ça a eu toute leur vie. T'sais. C'est un doux mélange avec l'épilogue parce que tu as la possibilité d'intégrer le personnage, le protagoniste dans ton post-mortem, mais ça a quand même lieu après. Puis pour le ramener sur une échelle peut-être plus épisodique, si on veut utiliser le post-mortem pour des one-shots ou une série d'aventures dans lesquelles il y a du temps entre les aventures, ben je m'inspire beaucoup des séries du Witcher et aussi de Marvel, tout son univers cinématique. Après le générique, on a toujours un petit 30 secondes qui nous donne un peu l'idée. C'est une certaine forme de cliffhanger. Une fois que ça s'est passé, il se passe quelque chose après, puis ça nous amène dans la prochaine histoire. Qu'est-ce que ça a engendré par la suite? Exact. Fait que, tu sais, les héros finissent la quête, ils réussissent à combattre le monstre, puis là, au terme de la narrative, le sbire, le laquais principal de ce grand monstre-là, va voir un encore plus gros monstre pour lui rapporter l'information. Fait que ça donne une finale, c'est comme après, ça s'est passé, les héros sont retournés fêter, mais ça ouvre la porte à ce qu'il y ait une prochaine aventure, fait qu'il y a une espèce de suite. Voilà les exemples que j'avais trouvés. Toi, Pépé, est-ce que tu as des exemples de finales et de conclusions qui t'ont marqué avant que je te propose peut-être mes deux autres catégories? Ben écoute, j'ai des... C'est sûr que côté, admettons qu'on parle, on reste dans l'aspect cinématographique. Moi, puis même qu'on fait des comparaisons avec le jeu de rôle en général, moi je t'avouerais que je le cache pas, j'en ai souvent parlé, j'étais un grand fan de one-shot. Parce qu'un one-shot, c'est quelque chose de très frénétique. C'est écrit à la manière d'une... Tu sais, souvent, c'est écrit à la manière d'une nouvelle. C'est-à-dire que les joueurs vont être immédiatement projetés dans l'action. Ouais. Puis souvent, il va y avoir une conclusion finale assez abrupte qui peut être bien ou mauvaise. Puis c'est pas plus grave que ça parce que c'est un one-shot. Souvent, on va vivre l'expérience. Tu vas pas nécessairement développer ton personnage pour du long terme. Tu vas le vivre sur le moment. Tu vas, oui, apprendre à l'apprécier, à le jouer, mais tu n'as pas un attachement émotionnel, narratif qui vient avec. Là, pour ça, je trouve ça très cool d'avoir justement des parties qui vont pas nécessairement mal se terminer, mais qui vont avoir une fin un peu amère. Sans spoiler pour les gens qui écoutent présentement, là. Gros spoiler, parce que ça fait pas si longtemps que ça que l'épisode est sorti, mais notre deuxième Channel Fear, avec Jake Dion. Avec Jake Dion, ça l'a fini quand même mal, cette histoire-là. Mais en même temps, c'est une fin amère dans le sens que vous avez réussi à résoudre la solution. Puis ça s'est vraiment fini, genre, je l'ai fait, là, c'est arrivé, puis j'ai fait, c'est terminé. Exact.
Ah ouais. Puis là, vous étiez tous comme Puis c'est correct parce que c'est aussi ça le ressenti émotionnel que tu veux faire vivre à tes joueurs à ce moment-là. C'est tac, il y a une coupure, c'est un coup de poing, puis ça arrête là. Exactement. T'as pas une conclusion finale. Faut en fond, je trouve qu'un one-shot, ça se joue bien à la manière d'une toune de Godspeed Black Empire. Dans le fond, que c'est une montée en puissance, ou d'Arcade Fire pour les personnes qui aiment ça. C'est une montée en puissance, puis à un moment donné, ça arrête. Bam! C'est pas grave. Parce que c'est ça quand même, on a vécu. Ouais. Au final, je plus c'est un Seigneur Anneaux qui dit ça, qui au final, ce qui est important, c'est le voyage, c'est pas nécessairement le but du voyage. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, C'est pas la finalité de mettre l'anneau dans le volcan à la fin qui est le fun. C'est toute l'aventure qu'on a vécue jusqu'à cette finale-là. Et ça, je trouve que ça se porte très bien au contexte du one-shot. C'est sûr que encore une fois, il y a un aspect que je trouve intéressant dans le one-shot qui est aussi très transposable dans les campagnes longues, c'est-à-dire vraiment les post-game où est-ce que tu vas donner des informations aux joueurs. Ouais, c'est ça, faire un débrief. Un débrief. Surtout dans des one-shots, parce que dans les one-shots, tu n'as pas nécessairement l'accumulation d'informations nécessaires pour pouvoir comprendre absolument tous les indices qui t'ont été donnés durant la partie. Fait que souvent, ça va être cool d'avoir justement une post-game là, où est-ce qu'on va pouvoir prendre le temps de discuter ensemble. Puis même faire une espèce de cool-down, surtout si ça a été un one-shot qui était très intense, là, comme celui de Channel Fear. Prendre le temps de discuter après, de jaser, de mettre, dans le fond, d'éclairer, si on veut, quelques coins sombres du scénario ou d'interrogation que les joueurs peuvent avoir. Je trouve que c'est une belle manière de conclure une partie qui a été très intense. Oui, tout à fait. Pour tout ce qui est intrigue, enquête, investigation, ça peut être très cool, en effet, une fois que le puzzle est terminé ou que les joueurs se disent, ben, je pense que c'est ça la solution, de dire, bon, OK, maintenant que la game est finie, qu'est-ce qui se serait passé ici? Ou aviez-vous remarqué ou avez-vous saisi la perche à tel moment? Je trouve ça cool, en effet. Ça fait un peu plus appel au metagaming, mais en tant que tel, à un moment donné, c'est aussi ça, les plaisirs de l'aventure. Tantôt, tu parlais d'une finale coup de poing, puis c'est drôle parce que c'était à peu près une catégorie que j'avais sous un autre nom, là, mais utilisons celui-là, une finale coup de poing ou un gros revirement de situation, puis que ça finit très sec. Ce que je trouve cool aussi que ça crée, c'est que le spectateur, l'auditeur, ou dans ce cas-ci, le joueur, auditeur, est sur une lancée, puis il est projeté, il est abandonné. Fait à utiliser quand justement on veut utiliser une finale un peu plot twist où il y a un gros revirement de situation, puis ça renforce, je pense, la notion de perte de contrôle par les joueurs. Parce que la finalité de la partie, tout comme de leur expérience, c'est pas juste la narrative, là, c'est la sensation autour de la table. Ils ont pas eu le contrôle, ils ont perdu le contrôle, ils font face à une finalité. Oh my God, on n'avait pas vu ça venir. C'est comme ça que ça finit. Tu te sens vidé, tu sais. Oui, absolument. Un exemple que j'avais noté pour ça de la culture populaire dans le domaine des films, c'est le film de suspense science-fiction un peu dans l'espace Life, Origine inconnue, avec Jake Gyllenhaal. Il est beau, lui. C'est un bon acteur, très solide dans ce film-là, justement. Puis, spoiler alert, à ceux qui ont envie d'écouter le film. À la toute fin, ils se battent avec une espèce d'extraterrestre à l'intérieur du vaisseau. Puis pour ceux qui ont écouté l'épisode sur les vilains, ben une belle bête, là. Le Beast qui essaye de manger tout le monde. Puis là, il se sauve dans des petites capsules de sauvetage. Puis un des personnages est supposé partir dans l'espace infini avec la créature, puis l'autre de revenir sur Terre, puis on les suit dans la cabine, fait que dans la narrative, vous êtes capable d'impliquer cette notion-là, dont on sait pas vous êtes où, puis au final, on se rend compte que la créature, elle a été shippée sur Terre, puis que l'héroïne qu'on voulait sauver a été envoyée dans l'espace. Ta-ta-ta-tam! Boum, ça finit. Tu sais pas ce qui va se passer ensuite, est-ce que le monstre va tuer d'autres personnes sur Terre? C'est laissé à ton imagination, puis ça crée cette espèce de notion de vide, là, que j'ai trouvé particulièrement poignante pour utiliser cette finale-là. Quelque chose qui est cool, justement, dans un one-shot, mais est-ce que tu utiliserais ça dans une campagne? Ben, ça dépend. On l'a dit, on revient à la fondation principale, je pense, d'une bonne finale. Ça dépend de la table. Ça dépend des joueurs puis de la quête. Je l'utiliserais, je pense, dans une campagne, peut-être pas super longue où les joueurs se sont très grandement investis, mais je l'utiliserais peut-être dans une série de campagnes, une série de quelques aventures, de quelques sessions de jeu. Puis je l'utiliserais au moment où les joueurs réussissent. Par exemple, on doit aller démanteler une gigantesque structure technologique parce qu'on sait que ça va ruiner une partie de notre habitat. Fait qu'on est des petits personnages low level, tu sais. Puis on arrive puis on réussit à démanteler ça, mais plus au loin, la finale, c'est que t'envoies 5, 6, 10, 20 autres
exploser un peu partout sur la Terre, tu sais. Tu comprends cette espèce de final coup de poing de comme, ah ouais, vous avez réussi. Mais, friendly reminder, vous êtes qu'un petit grain de sable dans l'univers autour de vous. OK. Fait que C'est cool, ça, parce que ça fait référence à un des films que je voulais name dropper, là, oh, that's it? que je l'ai nommé. Dans le fond, je trouve que c'est une excellente finale. Et c'est le genre de finale que j'aimerais pouvoir mettre plus souvent de l'avant dans des jeux de rôle parce que, justement, je le joue très narrateur absent, comme qui peut expliquer des choses que quelqu'un qui est présent dans la scène ne peut pas voir. Mm-hmm. Et dans le fond, c'est l'original de la planète des singes. Où est-ce que le personnage de Charlton Heston, il s'en va à dos de cheval avec la fille qui a sauvé des mains des terribles singes. Et ça finit bien, dans le sens que il a réussi ce qu'il voulait faire. Mais, à la toute fin, tu vois les restes, puis il prend conscience qu'il est sur la Terre parce qu'il voit les restes de la Statue de la Liberté. Exact. Sur le bord de l'eau. Et ça, c'est comme une prise de conscience de la réalité dans laquelle il vit, de l'horreur dans laquelle il vit, mais ça a quand même bien fini. Il a réussi à faire ce qu'il voulait accomplir, mais il y a tout de même cet autre aspect-là qui est comme, on va dire, comment je pourrais dire, qui est séparé de la trame narrative de base, mais qui tout de même est un élément important à imbriquer parce que c'est gigantesque, là, c'est impliquant. Là. Exact. Puis justement, l'espèce de warning que je m'étais mis, là, faire attention par rapport au final coup de poing ou au revirement de situation, c'est que je pense, à mon humble avis de DM, qu'il faut quand même que tu attribues une certaine part de succès à tes joueurs si tu veux leur servir une finale coup de poing. Parce qu'autrement, on a un peu l'impression de se faire dérober la campagne ou que, au final, je me suis investi pendant 8 sessions, on pouvait pas gagner, tu sais. C'était impossible. Fait que, est-ce qu'ils sont capables de réussir leur quête, mais qu'il y a quelque chose d'encore plus grave qui arrive? Est-ce que la personne qui pensait sauver, finalement, c'est le monstre de la fin? Une finale coup de poing qui est intégrée dans la mini-série DCC qu'on a faite avec PH Quentin. La finale arrive un peu avant la fin de la partie. C'est-à-dire qu'on arrive dans une pièce, puis on se rend compte, OK, le boss, c'est comme un vaisseau spatial, tu sais. Puis là, faut arriver à comme exterminer ce vaisseau-là. Fait que tu nous as servi la finale de la narrative, puis tu nous as laissé partir sur un gros roulage de dés. Fait que je pense que, en tout cas, cette notion de balancier puis d'équilibre est importante, à mon avis, si on utilise la finale plot twist. Oui. Puis d'incorporer aussi par le fait même, puis autant dans une finale plot twist que dans une finale coup de poing, autant dans une finale normale. Mais je trouve que dans une finale coup de poing, c'est bien de s'assurer d'incorporer en fait des thèmes de la campagne qui a été souvent mentionné, des éléments qui reviennent de l'avant, afin que les joueurs voient que les répercussions de leur action et que au final, ils n'ont pas tout fait ça pour rien du tout. Ben non, tout à fait. C'est important. Puis justement, ramener des thèmes pour ramener un peu aussi la notion que, à moins que votre quête soit vraiment épique puis que c'est le style de votre campagne, que c'est pas une victoire totale. Il y aura eu des échecs puis des coups dans la quête. Il est mort, Boromir. Tu comprends-tu? C'est fait, là. Fait que ça, c'est un dur rappel à la finalité qu'il se trouve pas autour de la table. Puis ça vient encore une fois ramener un peu cette notion d'équilibre-là par rapport à la finale. Le temps file, Pépé. Je te lancerai peut-être ma dernière catégorie. Vas-y. Cool. C'est une catégorie qui est très dangereuse, encore une fois. Tu sais, je les ai gardées un peu plus pour la fin, celle-là. Qui peut s'appliquer surtout dans un contexte où vous dirigez beaucoup la partie ou vos joueurs, ou même que c'est la vraie vie aussi, hein? Les joueurs doivent terminer à une heure précise, puis vous savez pas le contrôle que vous allez avoir sur la narrative, puis vous voulez bien terminer une session. C'est la finale Deus Ex Machina, qui est un terme qu'on utilise surtout en théâtre, quand il y a une intervention divine qui vient régler une problématique. Vos joueurs sont pris contre une gigantesque hydre, le combat s'étire, vous sentez que tout le monde peine à terminer la partie, mais vous aviez remis un parchemin spécial à un joueur avant, vous êtes ouvert cette porte-là à vous, ça arrive pas de nulle part, il ouvre le parchemin, c'est un méga scroll d'un méga sort, ça tue l'hydre, vos joueurs ont gagné. Conséquence par contre, la personne qui a eu le parchemin est en état paralysé, fait que vous allez devoir peut-être trouver un remède pour ça, t'sais. Encore une fois, cette notion d'équilibre-là, mais ça vous permet de précipiter la finale de la narrative. Puis des fois, on n'a pas le choix, hein, c'est un peu contraignant, fait que vous avez toujours cette carte-là. Mon seul conseil par rapport à ça, c'est de pas faire une intervention divine qui sort de nulle part. Que ce soit un ancien allié qui vient vous aider, que ce soit quelque chose de vraiment plus fort que vous possédez, vos joueurs sont
se sont dotés d'une arme, puis ça se trouve à être finalement le némésis du monstre qu'ils combattent, ou la clé de l'intrigue qui permet de persuader le monstre de pas manger l'ensemble des villageois. Comprenez un peu d'utiliser quelque chose qui vient du passé, parce que sinon, en tant que joueur, encore une fois, on est un peu sur sa fin de se dire « Ah, bon, ben tout ce que j'ai fait, ça servait à rien. » Le roi Richard allait se pointer puis allait régler la problématique dans le Robin des Bois de dessiner avec des animaux. C'est ça ta référence que tu voulais faire du Ben oui, c'est bien sûr. À toutes les fois qu'on va faire en discutant entre les deux, je vais revenir avec Robin des Bois, animaux de Disney. Puis c'est important, je pense, dans ces moments-là, lorsque tu finis par donner de l'importance à tes joueurs puis que montrer que leurs actions sont bonnes, de laisser chaque joueur avoir son petit quelque chose de spécial à cette fin-là, à cette finalité-là. Puis ça en revient à bien connaître ce joueur puis à bien savoir à quoi est-ce qu'ils vont s'attendre comme finale aussi. Tout à fait. Tu sais, dans un contexte où est-ce qu'on va jouer, mettons, je te dis, Félix, demain, on fait une game c'est un jeu qui s'appelle Old School Essential, qui est dans le fond, OSE, qui est comme un peu une version plus digestif, qui est mieux mangeable que les vieilles versions de D&D, mais ça en revient un peu au même. C'est du OSR. Mais dans une finale de ce genre de game-là, qui est du gros dungeon crawl, là, je ne vais pas commencer à te faire une narration super épisodique, super longue de ce que tu as fait, parce qu'au final, on sait tous en quoi on s'embarque. On s'embarque dans un porte-monstre trésor où est-ce qu'on descend dans des donjons puis on bute des créatures. Là. C'est juste une question de bien savoir ta crowd, mais de bien savoir tes joueurs, puis bien savoir le jeu auquel tu joues aussi. Parce qu'il y a des jeux qui vont s'approprier plus, qui vont mieux pouvoir se mixer avec tel type de finale que d'autres. Ah, tout à fait. Ben, je pense que, tu sais, puis je te volerai les paroles, Pépé, si tu veux, pour nous lancer un peu vers le mot de la fin. C'est tu l'as dit, tu sais, faut connaître son jeu. C'est pas tous les jeux qui se prêtent à tous les types de finales. Je pense qu'il faut bien connaître ses joueurs, leurs attentes par rapport à une campagne, la durée de la campagne, leur implication dans la campagne ou dans la partie. Puis il faut connaître sa narrative pour pouvoir utiliser des choses du passé, prévoir un petit peu ce qui pourrait en découler des actions des joueurs pour s'assurer que ça soit homogène. Parce qu'à mon avis, la finale, sur le souvenir qu'on va avoir d'une aventure, c'est la pointe principale. La façon dont ça se finit, le goût que ça nous laisse à la fin, ça va être le goût qu'on va garder associé au souvenir de la campagne. Je sais pas ton avis. Je suis absolument d'accord avec toi. Il faut que ça soit mémorable, tout simplement. Oui. Aussi mémorable que chacune de nos rencontres et discussions. Pierre-Philippe, en tout cas, dans mon cœur. Pour les personnes qui étaient en audio avec nous, on vous dit merci. Pour les personnes qui étaient en vidéo, on vous dit merci. Et on salue Pierre-Philippe et sa chemise à fleurs. Magnifique. Je vous remercie d'avoir été fidèle au poste pour se discuter entre les dés sur les finales et les conclusions. Partagez-nous dans les commentaires, autant sur YouTube que sur Facebook, quelles ont été vos finales les plus mémorables. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez utilisé les revirements de situation, le suspense, les cliffhangers, de longs épilogues? Quelles sont vos habitudes en tant que maître du jeu ou vos appréciations en tant que joueur? Évidemment, on vous dit merci d'avoir été là. On vous remercie aussi beaucoup de vous abonner à nos différentes chaînes, nos différents médias sociaux. Et Pierre-Philippe, on se dit à très bientôt. À très bientôt, Félix. À très bientôt, tout le monde. Bye bye. Bye.